Alors, exercice 2, on a deux sphères conductrices identiques de masse petit m égale 10 grammes qui portent des charges Q1 et Q2. On les met en contact, puis on les sépare. Calculer les charges Q1' et Q2' qu'elles prennent dans les trois cas suivants. Alors, vous avez une charge positive, une charge nulle, deux charges positives et une charge positive et une charge négative. Précisez chaque fois le sens du transfert des électrons. Deuxième question, les deux masses sont suspendues au même point O par deux fils identiques de nylon de longueur L égale 80 cm. En négligeant la masse des fils, calculez la distance 2x séparant les deux sphères pour les trois cas précédents. On supposera l'angle θ suffisamment petit. Alors, on y va. Alors, ça, c'est la solution de l'exercice 1. Je vous la donne si vous avez des difficultés. Vous m'envoyez un mail, on en parlera. Alors, donc, exercice 2. On a deux sphères conductrices identiques donc de même masse qui portent des charges Q1 et Q2. Alors, on les met en contact et on les sépare et on cherche les charges après le contact. Alors, tout ça a été vu, on a vu des exemples dans le premier cours. Donc, vous reprenez votre cours pour voir comment se fait l'électrisation par contact. Alors, on a vu que c'était toujours par un transfert d'électrons, c'est-à-dire que c'est le corps qui a le plus d'électrons qui va en donner à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Eh bien, on peut écrire déjà la conservation de la charge. Alors, conservation de la charge, ça veut dire que la charge avant le contact est égale à la charge après le contact. Donc, la charge totale, c'est Q1 plus Q2 avant le contact et Q1' plus Q2' après le contact. Alors, on a une précision dans l'énoncé, c'est que les deux sphères sont identiques, c'est-à-dire qu'elles sont de même taille, elles ont le même rayon, elles sont faites dans la même matière, ce qui fait que après le contact, si on a attendu suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait plus aucune charge qui se déplace, et bien après le contact, parce que les sphères sont identiques, on va avoir Q1' égale Q2'. Alors, voilà. Donc, nos deux équations sont Q1 plus Q2 égale Q1' plus Q2'. Ça, c'est la conservation de la charge du système. Et Q1' égale Q2', qui est dû au fait que les sphères sont identiques. Et j'aurai donc Q1' égale Q2' égale à Q1 plus Q2 sur 2. D'accord? Puisque Q1' plus Q2' égale Q1 plus Q2. Donc, si ces deux charges sont égales entre elles, je vais pouvoir écrire égal à 2Q1' ou bien 2Q2', ce qui me donne Q1' égale Q2' égale la somme des charges avant le contact divisé par 2. Alors, on va voir maintenant les différents cas. Premier cas, eh bien, on a une charge positive et une charge nulle. Alors, le sens du transfert des électrons, vous avez vu ça dans le premier cours, c'est toujours de celui du corps qui a le plus d'électrons vers celui qui en a le moins. Alors, une charge positive, ça veut dire que cette sphère a un déficit en électrons, il lui manque des électrons. Par contre, la sphère qui a une charge nulle, eh bien, c'est une sphère qui a autant de charges positives que de charges négatives. Donc, elle a forcément plus d'électrons que cette charge. Donc, c'est elle qui va donner des électrons à la sphère chargée positivement.
Alors, on applique donc cette équation. Q1' égale Q2' égale à Q1 plus Q2 divisé par 2. Alors, puisqu'on a plus 4 et 0, ben, ça nous fait plus 2, 10 moins 8. Alors, le cas petit b, c'est que la sphère numéro 1 a une charge positive qui vaut plus 3, 10 moins 8. La sphère numéro 2 a une charge positive aussi, mais elle vaut plus 8, 10 moins 8. Alors, toujours pareil, le sens du transfert des électrons, il est celui qui va de la sphère qui a le plus d'électrons à la sphère qui a le moins d'électrons. Donc, une charge positive, c'est un déficit en électrons. Plus la charge positive est grande et plus il lui manque d'électrons. D'accord? Donc, ça veut dire que Q1 égale à plus 3, 10 moins 8, c'est la charge de cette sphère. Et bien, cette sphère, elle manque moins d'électrons que la sphère qui porte la charge positive plus 8, 10 moins 8. Donc, le sens du transfert, il est de la sphère numéro 1 à la sphère numéro 2. De celle qui a le plus d'électrons à celle qui a le moins d'électrons. Alors, le résultat des charges après le contact, eh ben, c'est toujours la même équation. Q1' égale Q2' égale à la somme des charges avant le contact divisé par 2. Donc, cette fois, eh bien, c'est 3 plus 8, 11. Donc, 5,5, 10 moins 8. Dernier cas, on a là, c'est un petit peu plus évident, le sens du transfert des électrons. C'est que la sphère 1 est chargée positivement, la sphère 2 est chargée négativement. Donc, tout naturellement, c'est la sphère chargée négativement qui va donner des électrons à l'autre. Et le résultat du transfert de ces électrons, eh bien, ça sera que les charges Q1' et Q2' sont égales et elles sont égales à 1 demi de Q1 plus Q2. Donc, plus 3 moins 8 divisé par 2, ça donne moins 2,5, 10 moins 8. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie de l'exercice 2? C'est bon, c'est clair? D'accord. Alors, ok, très bien. Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, deuxième question, les deux sphères sont suspendues à des fils de même longueur. D'accord? Alors, on vous précise... Chamy demande si les charges sont négatives. Alors, si elles sont toutes les deux négatives, eh bien, c'est celle qui a la plus grande charge négative qui va en donner à l'autre. D'accord? C'est toujours pareil, hein, le sens du transfert, c'est du corps qui a le plus d'électrons à celui qui en a le moins. Donc, si vous avez deux sphères qui sont chargées toutes les deux négativement, avec l'une qui a une charge plus grande en module que l'autre, eh bien, c'est celle-ci qui va donner des électrons à l'autre. C'est clair, Chamy? C'est bon? Alors, M est plus grand. Alors, le plus grand, d'accord, pour Chamy, mais je lis la question de Hind. M, le plus grand, le plus petit, le sens, madame. J'ai pas compris votre question, Hind. Pour le sens. Bah, le sens, c'est le sens du transfert, c'est, je voulais indiquer sur les dessins, hein. Regardez. Alors, vous avez une charge positive et une charge nulle. Bah, ça veut dire que cette sphère, il lui manque des électrons. Et celle-là, elle a autant d'électrons que de charges positives. Donc, c'est celle-ci qui va donner des électrons à l'autre. Ici, elles sont toutes les deux positives.
avec cette charge qui est plus petite que celle-là. Alors, une charge positive, c'est un manque d'électrons. Donc, celle qui a la plus petite charge positive, c'est celle qui manque le moins d'électrons. Donc, c'est elle qui va donner des électrons. Et ici, alors là, c'est la configuration la plus simple. C'est la sphère chargée négativement qui donne des électrons à l'autre. Alors, la question de Chamy, c'était et si toutes les deux étaient négatives, eh bien, ce serait la situation inverse d'ici. Alors, si on mettait des signes moins là et là, donc des sphères chargées toutes les deux négativement, l'une qui aurait pour charge moins 3, 10, moins 8 et l'autre moins 8, 10, moins 8, eh bien, c'est celle-ci qui donnerait des électrons à l'autre. D'accord? Ok, très bien. Alors, on peut revenir à la deuxième question. Alors, on vous précise que les sphères sont suspendues à des fils identiques, donc de même longueur, et on vous dit que ce sont des fils de nylon. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous précise que la matière avec laquelle sont faits les fils, on vous dit que c'est du nylon, c'est parce que le nylon est un isolant et que si on utilise un isolant exactement, eh bien, ça veut dire que les charges qui sont sur les sphères restent sur les sphères. Elles elles vont pas se propager sur le fil. Donc, on aura bien la situation de charge ponctuelle. C'est ça qui nous intéresse dans l'histoire, c'est que est-ce qu'on peut considérer les sphères comme des charges ponctuelles ou pas? Alors là, si la charge reste concentrée sur les sphères, eh bien oui, on pourra les considérer comme des charges ponctuelles. Alors, de quelle charge il s'agit? Alors déjà, vous regardez votre dessin, les sphères étant identiques, les charges vont faire en sorte que les deux sphères vont se repousser. Alors, si elles se repoussent, eh bien, ça veut dire que les charges dont on parle, ce sont les charges après le contact. Ça ne peut pas être les charges avant le contact, hein, parce que, alors, je vous rappelle les situations. Petit a, il y a une charge positive et une charge nulle. Dans ce cas-là, il n'y a pas de force de répulsion. Petit b, il y a deux charges positives toutes les deux, il peut y avoir répulsion. Et petit c, il y a une charge positive et une charge négative. Dans ce cas, il n'y aurait pas répulsion. Donc, forcément, des charges qui nous intéressent ici, ce sont les charges après le contact. D'accord? Donc, vous avez deux sphères identiques avec des charges égales, qu'elles soient positives ou négatives, qui vont se repousser sous l'effet des forces électrostatiques qui sont données par la loi de Coulomb. Alors, ce qu'on connaît dans cet exercice, c'est la masse des sphères, on connaît la longueur des fils, on connaît la valeur des charges, puisqu'on vient de la calculer, et on vous demande de trouver la distance qui les sépare. D'accord? Donc la distance de x. Alors, on fait quoi? Eh bien, on va écrire la relation pour chacune des sphères, la relation fondamentale de la dynamique. C'est-à-dire qu'on va écrire que chacune des sphères est en équilibre sous l'action des forces qui vont être telles que la somme des forces va être égale à 0. Alors, première sphère, je vais avoir son poids, la force électrique, puisqu'il va y avoir répulsion entre les deux sphères, donc le poids, la force que j'ai appelée F de 1 parce que c'est la force exercée par la sphère numéro 2 sur la sphère numéro 1, et puis la tension du fil, puisque la sphère est suspendue à un fil qui est tendu. D'accord? Donc forcément, on a une tension. Donc j'écris que P1 plus F de 1 plus T1 égale 0. Pour l'autre, la situation est symétrique. Je vais écrire P2
plus F12 plus T2 égale 0. D'accord? Donc, pour chacune des sphères, je peux écrire que son poids plus la tension du fil plus la force électrique exercée par l'autre sphère est égal à 0. Alors, on va procéder comme on l'a fait en mécanique, c'est-à-dire dans la mesure où on a une force verticale, une force horizontale et une force qui est inclinée, eh ben on va projeter la force qui est inclinée suivant un axe horizontal, un axe vertical. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si on projette cette équation, donc P plus T plus FE égale 0, eh bien, suivant l'horizontale, je vais avoir FE plus TX, donc je décompose, si je prends par exemple la sphère numéro 1, je décompose T1, je vais avoir T1X et T1Y, d'accord? J'ai FE plus TX égale 0. Et sur la verticale, je vais avoir P1 plus T1Y égale 0. Donc, pour chacune des deux, j'écris P plus TX égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est que TX? Eh bien, on regarde ici. TX, donc c'est cette projection-là. Si je regarde... alors, voici, voici TX et TY, ça va? Alors, je cherche TX, alors TX se retrouve aussi ici. Cet angle-là va se retrouver, alors l'angle θ se retrouve ici, d'accord? Ce qui fait que T1X, eh bien c'est T1. Vous regardez ce triangle rectangle, hein, T1X se retrouve ici, dans ce triangle rectangle, et je vais avoir T1X qui est le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire que c'est T1 sinus θ. Donc j'écris que F, d'accord, puisque F égale à Tx, eh bien je vais avoir F égale T sinus θ. Et dans l'autre direction, dans la direction verticale, T1Y, eh bien, si vous regardez ce triangle rectangle, eh bien, vous aurez T1Y qui sera égal à T1 cosinus θ. Et comme P plus T, pardon, il y a une erreur ici, c'était Y. Comme on a P plus TY égale 0, eh bien, ça veut dire qu'en module P est égal à TY, donc P égale T cosinus θ. Alors, si on fait le rapport F sur P, de l'autre côté, je vais avoir T sinus θ sur T cosinus θ, c'est-à-dire que le rapport F sur P est égal à tangente θ. D'accord? Alors maintenant, bah, il me manque quoi? Il me manque juste dans mon rapport F sur P. Alors, F sur P égale à tangente d'accord? Alors, P, je sais que c'est mg. F, c'est quoi? Eh bien, F, c'est, j'applique la loi de Coulomb, donc K multiplié par Q1', Q2', c'est bon? Divisé par 2x au carré, c'est-à-dire divisé par 4x carré. Alors, comme Q1' est égal à Q2', je vais appeler ça Q'. Donc, je vais avoir au numérateur, alors F, eh bien, c'est K, Q' carré sur 4x au carré. Au dénominateur, je vais avoir P égale mg. Et je retrouve ici, donc K
Q' carré sur 4x carré, ça c'est F, et mg qui est le poids. Alors, le rapport F sur P égale à tangente θ. Alors, tangente θ, non, ben non, je suis pas d'accord, Youb. C'est pas T tangente θ, puisque quand je fais F sur P égale, j'écris que j'ai deux égalités et je vais diviser le premier membre par le premier membre de la deuxième et je divise le second membre par le second membre de la deuxième égalité. Donc, je vais avoir F sur P égale à T sinus θ sur T cosinus θ. Le T se retrouve à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc, c'est tangente θ. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que tangente Alors, pourquoi 4x carré? C'est... Bon, ben, j'aurais dû détailler. Alors, F, c'est quoi? F, c'est... Alors, K, Q' carré, d'accord? Puisque c'est Q1' par Q2', et comme Q1' égale Q2', c'est Q' carré, d'accord? Divisé par la distance entre les deux au carré. Donc, 2x au carré. C'est bon? Donc F égale KQ' carré sur 2x au carré, c'est 4x carré. C'est bon? Ça va? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais arrêter ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la tangente θ? Eh bien, la tangente θ, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. D'accord? Alors, est-ce que je connais le côté adjacent? Ben, peux, je peux le déduire, mais c'est-à-dire que je pourrais dire que x carré plus cette longueur-là, je vais l'appeler d, d'accord? Donc, x carré plus d au carré égale à L au carré. Et d au carré va être égal à L carré moins x carré. Et donc, d, c'est racine de L carré moins x carré. Je pourrais procéder comme ça, mais on nous a précisé quelque chose dans l'énoncé, c'est qu'on nous dit, on supposera l'angle θ suffisamment petit. Alors, si l'angle θ est suffisamment petit, eh bien, je peux confondre, j'ai le droit de confondre la tangente avec le sinus. Et à ce moment-là, ben, le sinus, je l'ai directement puisque le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est x sur L. Voilà. Bon, si on n'avait pas eu cette précision dans l'énoncé, ben, on pouvait très bien écrire que la tangente, c'est x sur cette distance qui est racine de L carré moins x carré. C'est-à-dire qu'on s'en sort de toute manière. Alors, si on considère que l'angle est suffisamment petit pour que tangente soit confondue avec sinus θ, eh bien, on va pouvoir écrire que KQ' carré sur 4x carré mg égale à x sur L, qui est le sinus θ, mais qu'on confond avec la tangente θ. Alors après, eh ben, on regroupe les termes en x, et on a x3 égale à KQ' carré L sur 4 mg. Voilà. C'est bon? Bon, après, j'ai pas fait les applications numériques. On a les différentes valeurs des charges Q' pour le cas petit a, petit b, petit c. C'est de l'ordre de quelques centimètres. Alors, je vous laisse le soin de faire les applications numériques. Alors, on va passer à
Oui, oui. Ça, c'est pour le premier cas. Oui. C'est bon, vous avez fait les trois? Oui. Oui, c'est juste. Donc, dans le cas petit a, oui, oui, c'est ça. C'est bon. Alors, petit a, c'est 1,93. Petit b, c'est 3,79. Et petit c, c'est 2,24. Très bien. Merci, Céline. Alors, exercice 3 maintenant. Je vous remets l'énoncé. Alors, il n'y a pas de dessin ici. On a deux sphères conductrices identiques portant des charges de signes opposés qui s'attirent avec une force de 0,108 newtons. Quand la distance qui les sépare est de d égale 0,5 mètres. On les relie à l'aide d'un fil conducteur. Donc, il va y avoir un échange de charges. Après avoir enlevé le fil, elle se repousse avec une force de 0,036 newtons. Quelle était la charge initiale de chaque sphère, le rayon des sphères étant négligeable devant la distance d? C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation? Eh bien, on a deux sphères qui sont chargées avec des charges de signe contraire et elles s'attirent avec une force qu'on vous donne. Hein, c'est 0,108 newtons. On connaît la distance, on connaît l'intensité de la force. Eh bien, ça veut dire qu'on peut en déduire le produit des charges. D'accord? Alors, première chose, on sait que Q1, Q2 est négatif. Ensuite, l'expression de la force d'attraction, eh bien, le module de la force, c'est K multiplié par le module du produit Q1, Q2 sur D carré. J'applique ici la loi de Coulomb. Donc, je connais le produit des charges. Enfin, je sais qu'il est négatif, je ne le connais pas. Je connais la force, je connais son module, je connais la distance. Eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir en déduire le produit des charges. Donc, le module de Q1, Q2, c'est module de F multiplié par D carré divisé par K. C'est bon? Et comme je sais que ce sont des charges de signes opposés, eh bien, je sais que Q1, Q2 est négatif. Donc, je vais dire que Q1, Q2, c'est moins le module du produit Q1, Q2. Donc, je vais pouvoir mettre un signe moins ici. Donc, Q1, Q2 égale à moins module de F par D carré sur K. Alors, ça veut dire, alors vous pouvez vérifier, F étant égal à 0,108, la distance à 0,5 et K à 9, 10 puissance 9, eh bien, on trouve que Q1, Q2, c'est moins 3, 10, moins 12. Alors, comme c'est un produit de charge, l'unité, c'est des coulombs au carré. D'accord? Donc voilà ce que ça nous permet d'avoir ce qui se passe avant le contact. Donc on connaît la force d'attraction avant le contact. Alors pourquoi le carré? Euh, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous parlez du produit des charges, Nadine? Vous parlez du produit des charges, c'est ça? Ah, l'unité. Ah, d'accord. Vous parlez de l'unité, ok.
Bah, c'est parce que c'est le résultat. Qu'est-ce que c'est que ce résultat? C'est le résultat de ce produit, une charge par une charge. Une charge, c'est en coulombs. Donc, j'ai des coulombs multipliés par des coulombs. Donc, forcément, ça donne des coulombs. Ah, d'accord. OK. C'est des coulombs au carré. OK, très bien. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe après le contact? Eh bien, après le contact, bon, pendant le contact, il y a eu un échange de charges, d'accord? Et euh, les, visiblement, il s'est passé ce qu'on a observé tout à l'heure dans l'exercice numéro 2, c'est-à-dire qu'il y a eu un transfert d'électrons de la charge négative à la charge positive, d'accord? Et au bout du compte, eh bien, il va y avoir, enfin, suivant la quantité de charge qu'il y avait au départ, eh bien, il y aura des charges soit une charge positive sur la sphère numéro un et négative sur l'autre, soit l'inverse, d'accord? Il y a les deux possibilités, parce qu'on ne sait pas laquelle est chargée négativement. Et au bout du compte, eh bien, on va avoir des charges j'aurai la même quantité de charge. Non, pas forcément la même quantité de charge. J'aurai, j'aurai des charges qui vont avoir tendance à se repousser parce qu'elles seront toutes les deux de même signe. D'accord? Alors, l'expression de la force de répulsion entre les deux charges, eh bien, cette fois, je vais l'appeler F', parce que les charges ont changé. J'ai la même quantité de charge sur, euh, sur la sphère numéro 1 et sur la sphère numéro 2. C'est la même situation que dans l'exercice 2, hein. Si j'ai des sphères identiques, après le contact, elles portent toutes les deux des charges la même quantité de charges et des charges de même signe. Donc, je vais avoir F' égale KQ' carré sur D carré. Alors cette fois, eh bien, on connaît la force F', on sait que son module, c'est 0,036 newtons. On connaît la distance D, eh bien, ça veut dire que je peux en déduire Q' au carré. Donc, Q' carré, c'est F', module de F' par D carré divisé par K. Et je vais donc avoir Q' carré égale à F' D carré sur K, c'est-à-dire, alors, si vous faites l'application numérique, eh bien, vous allez trouver 10 moins 12. Alors, comme c'est une charge au carré, coulomb au carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Q' est égal soit à plus 10 moins 6 coulombs, soit à moins 10 moins 6 coulombs. Donc, mon résultat ici est incertain. Q', c'est plus ou moins 10 moins 6 coulombs. Le module, on est sûr que c'est 10 moins 6 coulombs, mais le signe, a priori, on ne sait pas si elles vont être toutes les deux positives ou toutes les deux négatives. Alors maintenant, eh bien, quel est le lien que je vais pouvoir faire entre Q1, Q2 et Q'? Eh bien, le lien est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire conservation de la charge. Donc, Q1 plus Q2 égale à Q1' plus Q2'. Et comme les sphères sont identiques, Q1' égale Q2' égale Q', je vais avoir Q1 plus Q2 égale à 2Q'. Alors, qu'est-ce que ça me donne au bout du compte? Alors, j'avais une première équation qui était le produit Q1, Q2 égale à moins 3, 10, moins 12. D'accord? Qui est là. Et j'ai une deuxième équation que je viens d'obtenir qui est que la somme des charges
est égal à plus ou moins, alors puisque Q' est égal à plus ou moins 10 moins 6, eh bien ça veut dire que Q1 plus Q2 est égal à plus ou moins 2 fois Q', c'est-à-dire 2 fois 10 moins 6 coulombs. Donc on a deux équations à deux inconnus. Alors, on peut combiner les équations. Si je multiplie la première équation par Q2, eh bien, je vais retrouver Q1, Q2 plus Q2 carré égale à plus ou moins 2, 10 moins 6 multiplié par Q2. Oui, Q1' est égal à Q2', oui. Oui, forcément, ça vient du fait que les sphères sont identiques. C'est parce que les sphères sont identiques que après le contact, elles vont forcément porter la même charge toutes les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir la somme de toutes les charges qui étaient portées séparément sur les deux sphères. Quand vous les mettez en contact, eh bien, ça fait un seul et même conducteur. Il va y avoir la somme des charges qui vont se répartir sur ce conducteur. Mais quand vous reséparez les sphères, comme elles sont identiques, eh bien, elles vont prendre chacune la moitié de la charge. Chami, j'ai répondu à votre question ou pas? D'accord. Ok. Donc, on a les deux équations Q1 plus Q2 égale à plus ou moins 2, 10, moins 6. Et le produit Q1, Q2 qui est égal à moins 3, 10, moins 12. Alors, je disais donc qu'on peut combiner les deux équations en multipliant la première par Q2. Alors, on a Q1, Q2, d'accord, plus Q2 carré, égale à plus ou moins 2, 10, moins 6 multiplié par Q2. Alors, on remplace Q1, Q2 par sa valeur, c'est-à-dire moins 3, 10, moins 12. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une constante ici, Q2 carré, Q2. Donc, je remets tout à gauche et je mets dans l'ordre des puissances décroissantes. Donc, j'ai Q2 carré, plus ou moins 2, 10, moins 6, Q2, moins 3, 10, moins 12, égale 0. Alors, c'est une équation du second degré. C'est de la forme AX2 plus BX plus C égale 0. Alors, le discriminant c'est B2 moins 4AC. Donc, je vais avoir ici plus ou moins 2, 10 moins 6 au carré. D'accord? Donc, ça va faire 4, 10 moins 12. Moins 4AC. Alors, moins, il y a le signe moins ici, donc ça sera plus 4 fois 3, 10 moins 12, donc ça fait 12. Donc 4 plus 12, 10 moins 12, donc ça fait 16, 10 moins 12. C'est bon pour le discriminant? Alors, les racines. Les racines, ça sera, alors, moins B plus racine de delta divisé par 2 fois A, ou bien moins B moins racine de delta sur 2 fois A. C'est bon? Alors, évidemment, ici, j'ai le plus ou moins, donc il faut séparer les deux, les deux possibilités. Alors, il faut considérer d'abord avec le signe plus, donc moins 2, 10, moins 6, plus 4, 10, moins 6. Et ensuite, moins 2, donc plus 2, 10, moins 6, plus 4, 10, moins 6, divisé par 2. Ici, pareil, il faudra différencier les deux cas, le cas où c'est plus et le cas où c'est moins. Alors, finalement, qu'est-ce que ça va me donner comme solution? Eh bien, pour Q2, je vais avoir, alors si je considère ici le plus 1,
ben, je vais avoir, alors, moins 2 plus 4. Donc, ça fait plus 2 divisé par 2, ça fait 10 moins 6. Donc, c'est cette solution-là. D'accord? Maintenant, si je considère le moins, je vais avoir 2 plus 4, 6 divisé par 2. Donc, ça va faire plus 3. Alors, c'est cette solution-là. Ensuite, autre paire de solutions en mettant moins racine de delta. Donc, d'abord avec le signe plus. Donc, moins 2, moins 4, ça fait moins 6 divisé par 2, moins 3. Donc, c'est cette solution-là. Celle-ci. Moins 3, 10, moins 6. Et enfin, la dernière, moins avec le moins, ça va faire plus. Donc, plus 2, moins 4. Donc, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, Q2, c'est moins 10, moins 6. C'est bon? Et puis après, Q1, eh ben Q1, on l'obtient dans chacun des cas à partir de Q1, Q2 égale à moins 3, 10, moins 12. D'accord? Donc, il faut que le produit fasse moins 3, 10, moins 12. Donc ici, forcément, avec le plus 3, 10, moins 6, c'est forcément le moins 10, moins 6. Avec le moins 10, moins 6, c'est forcément plus 3, 10, moins 6, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez 4 paires de solutions. Évidemment, elles se ressemblent, hein, quand l'une vaut plus ou moins 3, 10, moins 6, l'autre vaut plus ou moins 10, moins 6. C'est bon? D'accord. Alors, on va passer à l'exercice 5. Alors, voilà. On considère le système de charges ponctuelles représenté sur la figure 2. Les charges positives Q1 et Q2 sont fixées respectivement au point O et A, distants de D. Soit une charge Q3 assujettie à se déplacer le long de l'axe X', Q3 restant toujours entre Q1 et Q2. Alors, Q3 ne peut être ni à gauche de Q1, ni à droite de Q2. Hein. Elle est obligée de rester entre Q1 et Q2. Alors, ça veut dire que la distance X, elle est toujours inférieure à D. Alors, première question. Donnez l'expression de la force qui s'exerce sur Q3 au point M. Et deuxième question, à quelle abscisse x0 la charge Q3 est-elle dans une position d'équilibre? Alors, voilà, j'ai Q1 égale Q, Q2 égale à Q sur 9. La distance entre Q1 et Q3, c'est X, et la distance entre Q1 et Q2, c'est D. Alors, on représente les forces. Alors, on a Q1 et Q2. Alors, toutes les charges sont positives ici. Hein. Enfin, positives, en tout cas, elles sont de même signe. D'accord? Donc, forcément, les forces, la force que va exercer Q1 sur Q3 va être une force de répulsion, et la force que va exercer Q2 sur Q3 va également être une force de répulsion. Ici, la charge Q, elle pourrait très bien être elle pourrait très bien avoir une valeur algébrique et être soit positive, soit négative. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que Q1 et Q3 sont de même signe
et que Q2 et Q3 sont de même signe également. Donc forcément, Q1 va repousser Q3. Alors, on appelle cette force F1, 3. Je vous rappelle qu'on met toujours en premier la charge qui exerce la force et en second la charge qui subit la force. D'accord? Donc F1, 3. Et Q2 va exercer une force de répulsion, donc vers la gauche, qu'on va appeler F2, 3. Alors, on va écrire que la force totale, c'est F1, 3 plus F2, 3. Alors, pour pouvoir écrire ma relation vectorielle, je mets ici un vecteur unitaire I sur mon axe X. Et comme ça, la mesure algébrique de F1, 3 sera positive et la mesure algébrique de F2, 3 sera négative. C'est clair? Alors, j'écris ce que c'est que F1, 3. Alors, c'est la force qui exerce Q1 sur Q3. Donc, c'est K, Q1, Q3, c'est-à-dire KQ au carré, divisé par la distance qu'il y a entre Q1 et Q3 au carré. Alors, la distance, c'est X. Donc, j'ai K, Q carré sur X carré. Et elle est dans le sens de I. Donc, je mets un plus ici. Je mets un vecteur... Alors, pour quelle raison est-ce que j'ai mis F1, 3 plus grande en module que F2, 3? Alors, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que la charge Q1, elle vaut Q, que la charge Q2, elle vaut Q sur 9, d'accord? Donc, cette charge est beaucoup plus petite que Q1. Et en plus, la distance qui se trouve au dénominateur, la distance au carré, X, est, en tout cas dans ce dessin, plus petite que cette distance. D'accord? Donc, il y a toutes les raisons. Cette charge est plus grande que celle-là. Cette distance qui apparaît au dénominateur est plus petite que celle-là. Donc, ça ne peut être, si je dessine ma charge Q3 ici, ça ne peut être que ce résultat-là, c'est-à-dire que F1,3 est plus grand en module que F2,3. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord. Alors, cette charge qui est vers la gauche, eh bien, je vais lui mettre une mesure algébrique négative, donc moins. Et le module de cette force, c'est quoi? Ben, c'est K, Q3, Q2, d'accord? Donc, Q au carré divisé par 9, donc Q au carré divisé par 9. Alors, sur la distance au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance? Eh bien, si la distance A, c'est D, et que la distance OB, c'est X, eh bien, la distance, OM, c'est X, eh bien, la distance MA, ça sera D moins X. C'est bon? Alors, j'ai donc comme deuxième terme dans ma somme ici, j'ai la force, donc F de 3, qui est orientée dans le sens négatif, donc moins. Alors, son module, c'est KQ2 sur 9 divisé par la distance au carré, c'est-à-dire D moins X au carré. Et j'ai mon vecteur unitaire pour me donner la direction et confirmer que le sens est bien dans le sens négatif. Alors, je réduis au même dénominateur, d'accord? J'ai KQ2 qui est commun aux deux termes, je le mets en facteur. Et je vais avoir ici, alors le dénominateur commun, ça sera 9D moins X au carré multiplié par X carré. Et au numérateur, eh bien, je vais avoir 9 fois D moins X au carré ici et X au carré là. Donc 9 D moins X au carré moins X au carré. Ici, la force
la force résultante exercée sur la charge Q3. Alors, on aurait pu peut-être développer. Donc, ça fait 9d carré plus 9x carré moins x carré. Donc, ça fait 9d carré plus 8x carré moins 18 dx. Alors, on vous demande ensuite quelle est la position pour laquelle la charge Q3 est en équilibre. Eh bien, il faut que la force résultante soit égale à 0. Donc, le numérateur de cette expression doit être nul. Alors, j'ai développé ici, donc 8x carré moins 18 dx plus 9d carré égale 0. Alors, encore une fois, c'est une équation... pourquoi on n'a pas fait la projection sur x? Mais si, c'est une projection sur x. Il est où l'axe x', ben, il est là. Quand j'écris que f, c'est f1,3 plus f1,2, et bien j'écris que f, c'est la mesure algébrique de f1,3 multipliée par i, plus la mesure algébrique de f2,3 multipliée par i. Ça s'appelle faire la projection sur l'axe x', x. Si j'écris ça en fonction du vecteur i, c'est que j'ai écrit ça sur l'axe x. De toute façon, tout se passe sur l'axe x. D'accord. Alors, encore une fois, équation du second degré. On cherche le discriminant, donc B2 moins 4AC. On trouve que delta est égal à 36 fois D au carré. Donc, les deux racines de l'équation, eh bien, c'est x1 égale à 3D sur 2 et x2 égale à 3D sur 4. Alors, est-ce qu'on retient les deux solutions? Oui. Alors, pourquoi est-ce que la solution numéro 1 est inacceptable? Pourquoi? Exactement. Exactement. Alors, je vous rappelle que dans l'énoncé, on vous a bien précisé que la charge Q3 reste toujours entre Q1 et Q2. C'est-à-dire que X doit toujours être compris entre 0 et D. Or ici, la solution X1, eh bien 3D sur 2, c'est plus grand que D. Donc, cette solution est à écarter. On ne retient que la solution 3 quarts de D. Alors, on vous donne le D égale 4 cm. Ça veut dire que X0 égale à 3 cm. Voilà. Alors, on va continuer et aller à la série au chapitre 2. Alors, donc la série numéro 2. Et on va faire le premier exercice. Alors, on considère deux charges moins Q et plus Q, placées en deux points A et B distants de 2A. Déterminer le champ E de Z et le potentiel V de Z créé par ce système en un point M de l'une des médiatrices Z' au Z de AB. Alors déjà, il faut faire un dessin pour mieux comprendre de quoi on parle. Alors, j'ai deux charges ponctuelles qui se trouvent au point, alors l'une au point A, l'autre au point B. Alors, j'ai la charge Q1 qui vaut moins Q et la charge Q2 qui vaut plus Q. Alors, la distance qui les sépare, c'est 2A.
et on cherche le champ en un point de la médiatrice. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiatrice? C'est la droite qui coupe le segment AB en son milieu et le coupe perpendiculairement. D'accord? Donc, Z' au Z, vous voyez que c'est perpendiculaire au segment AB et le point O se trouve au milieu du segment AB. Donc, je suis bien Z' au Z, c'est bien la médiatrice du segment AB. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le champ qui est produit par les deux charges au point N. Alors, première chose, eh bien, on va appliquer le principe de superposition. C'est-à-dire que on va regarder la charge Q1 comme si elle était seule et on cherche le champ qu'elle produit au point M. Alors, la charge Q1 est une charge négative, donc elle va donner un champ qui va être attractif, d'accord? Ce champ va être dirigé suivant la droite MA et le champ sera attractif, donc dirigé vers la charge, puisque la définition du champ qu'on a vu ce matin, c'est que E égale à KQ sur R carré U, le vecteur unitaire U. Alors ici, je n'ai pas dessiné de vecteur unitaire, on peut le rajouter ici. On va appeler ça le vecteur unitaire U1. D'accord? Donc, comme c'est une charge négative, elle va donner un champ qui aura un sens opposé à celui de U1. Par contre, la charge positive, je dessine son vecteur U2, d'accord? Elle va donner un champ répulsif puisque je vais avoir le champ E2 qui sera égal à KQ2 sur R2 au carré, d'accord? Alors que ici, eh ben, j'avais le champ E1 qui est égal à K multiplié par moins Q, donc moins KQ sur R1 au carré. Donc, ça donne un champ qui a le sens opposé à celui du vecteur U1. Alors, donc, on considère pour appliquer le principe de superposition, on traite les charges séparément. Chacune va donner au point M un champ électrique et après, on fait la somme vectorielle des deux champs. Alors, on va voir le détail du calcul du champ E1. C'est-à-dire que je fais comme si la charge Q1 existait toute seule, comme si la charge Q2 n'existait pas, d'accord? Et je vais regarder quel est le champ qu'elle produit. Donc, j'ai E1 qui est égal, alors on vient de le voir, à moins K Q sur R1 au carré, multiplié par le vecteur unitaire U1. Alors, j'écris que je peux décomposer ce champ en une composante horizontale et une composante verticale. D'accord? Il est penché vers le bas donc ça, et vers la gauche. Donc, sa composante horizontale sera horizontale vers la gauche et sa composante verticale sera orientée vers le bas. Alors, j'écris donc E1 égale à la mesure algébrique de cette composante multipliée par I plus la mesure algébrique de la composante, c'est un 1 ici, c'est une erreur, hein, c'est pas E2Y, c'est E1Y, multiplié par K. Alors, j'ai mis deux vecteurs unitaires I et K, puisque j'ai une direction horizontale et la direction de la médiatrice qui est l'axe OZ. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, la composante E1X, c'est E1, toujours pareil, on regarde le triangle rectangle ici, E1X est ici, l'hypoténuse c'est E1, donc E1X c'est E1 multiplié par sinus θ.
Alors, je mets un signe moins parce que mon vecteur unitaire sur l'axe horizontal, c'est I, il est vers la droite, alors que E1x est vers la gauche. Donc, j'ai E1 égale à moins E1 sinus θ, I. Maintenant, sur la verticale, eh bien, j'ai E1y qui est vers le bas, donc je mets un signe moins, puisque mon vecteur unitaire qui donne le sens positif sur l'axe Z, c'est le vecteur K, il est vers le haut, donc je mets un signe moins ici. Donc, moins E1 cosinus θ K. Alors maintenant, il faut que j'écrive ce que c'est que le module de E1. Eh bien, le module de E1, c'est KQ sur R1 au carré. Alors, R1 carré, c'est quoi? Eh bien, si on regarde ce triangle AOM, d'accord? Eh bien, R1, c'est l'hypoténuse. Donc, je vais écrire que R1 carré est égal à Z au carré plus petit a au carré. Donc, le module de E1, c'est KQ sur Z carré plus A carré. Alors, maintenant que j'ai écrit le module de E1 en fonction de Z et petit a, eh bien, je vais aussi écrire le sinus θ et le cosinus θ en fonction de petit a et Z. Alors, qu'est-ce que c'est que sinus θ? Eh bien, si je regarde ce triangle-là, d'accord? Donc, MOA, eh bien, le sinus de l'angle θ, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire petit a divisé par R1. Or, on a vu que R1 carré est égal à Z carré plus A carré. Ça veut dire que sinus θ, c'est A divisé par racine de Z carré plus A carré. Alors maintenant, le cosinus θ, j'ai besoin ici du cosinus θ. Le cosinus θ, dans ce triangle-là, c'est le côté adjacent, donc c'est Z, divisé par l'hypoténuse, donc c'est R1. Alors, cosinus θ, c'est Z sur R1. R1, c'est racine de Z carré plus A carré. Donc, cosinus θ, c'est Z sur racine de Z carré plus A carré. Alors maintenant, je vais réécrire cette équation en remplaçant module de E1 par KQ sur Z carré plus A carré. Je remplace sinus θ par A sur racine de Z carré plus A carré. Et je remplace cosinus θ par Z sur racine de Z carré plus A carré. Alors, on y va. Eh bien, je vais avoir E1 égale à moins, alors, KQ, donc module de E1 par le sinus de θ. Donc, je vais avoir KQA sur Z carré plus A carré multiplié par racine de Z carré plus A carré. Ça me donne Z carré plus A carré à la puissance 3,5. C'est bon? Et deuxième terme, alors moins E1, alors E1 c'est KQ sur Z carré plus A carré, cosinus θ c'est Z sur racine de Z carré plus A carré, donc je fais le produit, donc KQZ sur Z carré plus A carré multiplié par racine de Z carré plus A carré, donc Z carré plus A carré à la puissance 3,5. Donc voici l'expression de E1. Alors, de la même façon, eh bien, on va pouvoir trouver l'expression de E2. Alors, E2, c'est le champ qui est produit par la charge plus Q. Alors, c'est une charge positive, donc elle va donner un champ répulsif. Il sera vers le haut et il aura pour direction BM, la direction de la droite BM. Donc, il sera dans cette direction, mais vers le haut. On peut le décomposer. Alors, c'est pas... excusez-moi, c'est
C'est pas E1Y ici, c'est E1Z. Hein. C'est là, il faudra que je corrige ça. Donc ici, je décompose suivant la direction OX et la direction OZ. Donc je vais avoir E2X et E2Z à corriger ici. D'accord? Et qu'est-ce que je vais avoir de particulier? C'est que E2X, eh bien, ça sera moins E2 sinus θ. Et E2Y, ça sera plus E2 cosinus θ. Donc, E2, donc E2 sera E2X sera égal à E2 à E1X, c'est-à-dire que les deux composantes horizontales, elles vont être toutes les deux dans le même sens, elles vont s'additionner, et les deux composantes verticales vont s'annuler. Ça se voit bien ici, quand on dessine les deux en même temps. Vous voyez bien que E2X et E2Y se sont additionnés pour donner le vecteur en rouge ici. Par contre, E1Z et E2Z sont des vecteurs qui sont dans la même direction, dans des sens opposés et de même module. Donc, leur résultante est égale à 0, c'est-à-dire que le champ total est forcément un champ horizontal puisque les deux composantes verticales se sont annulées. Voilà, donc on obtient E égale à moins 2KQA sur Z2 plus A2 à la puissance 3 demi I. Donc, vous avez tout ici. Vous avez la direction, qui est la direction horizontale, le sens, qui est dans le sens négatif, et le module, qui est 2KQA sur Z carré plus A carré à la puissance 3 demi. Voilà donc pour le champ. Il faudra que je corrige tous les indices qui sont des composantes suivant l'axe OZ. Alors, je me suis trompée. C'est bon dans le texte, mais c'est pas bon dans les dessins. Ici, c'est E1Z et ici, c'est E2Z. Voilà. Alors, ensuite, le potentiel. Eh bien, on applique le principe de superposition. On écrit que le potentiel total, c'est la somme des deux potentiels. Eh bien, le potentiel produit par la charge Q1, alors ce sera KQ1 sur R1 plus la fameuse constante. Ici, plus KQ2 sur R2, R1 étant égal à R2, Q1 est égal à moins Q et Q2 est égal à plus Q. Eh bien, quand vous faites la somme de ces deux quantités scalaires, eh bien, on trouve 0. Bon, à condition d'avoir annulé la constante qui apparaît dans l'expression du potentiel. Le potentiel produit par une charge ponctuelle, c'est KQ sur R plus une constante, mais cette constante, généralement, on s'en débarrasse en disant que le potentiel à l'infini est égal à 0 et que donc la constante est égale à 0. Donc ici, j'ai considéré que le potentiel V1, c'est moins KQ sur R1 et que le potentiel V2, c'est plus KQ sur R1. Et quand on fait la somme des deux, ben je trouve un potentiel qui est nul. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice 2. Alors, on vous demande de déterminer le vecteur champ électrique EO et le potentiel VO au point O, centre du carré de côté A.
Alors, on vous donne la longueur du carré, la valeur de la charge Q, mais il faut bien faire attention aux signes des charges et aux valeurs des charges. Ici, j'ai plus Q, moins de Q, plus de Q et moins de Q. D'accord? Alors, on y va. Voilà. Alors, la première chose à faire avant de faire, de se lancer dans les calculs, la première chose à faire, c'est de dessiner les champs. Alors, au point O, qui est le centre du carré, je vais avoir la somme des 4 champs. Il y a 4 charges, chacune va donner un champ et on va faire la somme de ces 4 champs. Alors déjà, je vais numéroter les charges. Celle-ci, je vais l'appeler Q1, Q2, Q3, Q4. D'accord? Alors, cette charge, elle va donner un champ qui va avoir la direction de la droite qui va de la charge au point où on cherche le champ. Le champ sera répulsif. Donc, voici le champ E1. Alors, pourquoi répulsif? C'est parce que j'ai une charge positive ici. D'accord? Donc, E1 est vers le bas et vers la droite. Ensuite, E2. Alors, attention, la charge Q2 est une charge négative. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de commun avec E1? C'est que la distance entre la charge Q1 et le point O est égale à la distance entre le point O et la charge Q2. D'accord? Donc, les dénominateurs vont être les mêmes. Ça veut dire que ce qui va faire la différence, c'est ce qu'il va y avoir au numérateur, c'est-à-dire la charge, la valeur de la charge. Alors, déjà, c'est une charge négative, donc elle va donner un champ attractif, d'accord, dirigé vers la charge. La charge Q2 en module est 2 fois plus grande que Q1, eh bien, ça veut dire que le champ E2, il aura un module 2 fois plus grand que E1. Ça va jusque-là? Puisque les distances sont les mêmes et que Q2 en module est 2 fois plus grande que Q1. Alors, ensuite, on passe à la charge Q3. Q3 est égal à plus de Q, ça veut dire qu'elle va donner un champ répulsif. D'accord? La distance est encore une fois la même que pour les autres charges. Donc, ce qui fera la différence, c'est ce qu'il y a au numérateur, donc la valeur de la charge. Alors, j'ai plus de Q, eh bien, ça veut dire que en module, E3 sera 2 fois plus grande que E1. Donc, voici le champ E3 qui a un module qui est 2 fois plus grand que le module de E1. Et enfin, Q4 qui est égal à moins Q, d'accord, qui est situé à la même distance de O que les autres charges, qui a en module la même valeur que la charge Q1. Ça veut dire que E1, il aura même module que E1, mais il sera orienté, donc suivant la droite, qui va de la charge vers le point O, et le champ E4 sera attractif, dirigé vers la charge moins Q, parce que c'est une charge négative. Voilà. Donc, la charge Q1 positive donne un champ répulsif. La charge Q2 négative donne un champ attractif. La charge Q3 positive donne un champ répulsif. Et la charge Q4 négative donne un champ attractif. Alors, pour vous faciliter la compréhension, j'ai mis dans la même couleur la charge et le champ qui est produit par la charge. Donc, Q1 en bleu avec le champ E1 en bleu, Q2 en vert avec le champ E2 en vert et ainsi de suite. Voilà. Alors, j'ai donc la somme des champs
qui sera E1 plus E2 plus E3 plus E4. Alors, là aussi, j'ai décomposé. Bon, on peut très bien faire jouer la symétrie et voir tout de suite que ces deux champs-là vont donner une résultante vers le bas, que ces deux champs-là vont donner une résultante vers le haut et qu'au bout du compte, le champ au point haut, ce sera un champ qui sera dirigé vers le haut. D'accord? Mais je vous ai fait des projections pour que vous voyez comment on fait le calcul, même quand il n'y a pas de symétrie. Voilà. Ça marche quand il n'y a pas de symétrie. Ça marche encore mieux quand il y a des symétries. Donc, on va appliquer cette méthode qui est une méthode générale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le champ E1, on le décompose en une composante E1x et une composante E1y. Là, j'ai pris des axes OX, OY, d'accord? Donc, j'ai la composante E1x qui est positive et la composante E1y qui est négative, d'accord? Donc, E1x, c'est E1 cosinus de cet angle c'est 45 degrés. Donc, E1x, c'est E1 cosinus 45 degrés. Et E1y, c'est moins E1 sinus 45 degrés. D'accord? Et j'ai mes vecteurs unitaires I et J, évidemment. C'est bon? Alors, E2. E2 a une composante horizontale positive et une composante verticale positive aussi. Donc, ça sera E2 cosinus 45 I plus E2 sinus 45 J. Alors, E3. E3, il a sa composante horizontale négative et sa composante verticale positive. Donc, E3, c'est moins E3 cosinus 45 degrés I plus E3 sinus 45 degrés J. Et enfin, E4, qui a ces deux composantes qui sont toutes les deux négatives. Donc, E4, c'est moins E4 cosinus 45 degrés I moins E4 sinus 45 degrés I. C'est bon? Alors, maintenant, qu'est-ce qui me manque? Je connais les cosinus et sinus de 45 degrés. Je sais que c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, ce qui me manque, c'est les valeurs des modules de chacun des champs. Alors, on a déjà vu tout à l'heure que le module de E1 est égal au module de E4. D'accord? Alors, on va calculer, par exemple, le module du champ E1. Alors, c'est quoi? C'est KQ sur cette distance au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance au carré? Alors, regardez bien. J'ai ce triangle rectangle, d'accord? Cette distance que je cherche, la distance R1, eh bien, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Et j'ai ici ce côté qui est égal à la moitié du côté du carré. Et l'autre côté, bah regardez bien, c'est aussi, c'est égal à ça, c'est la moitié du côté du carré. C'est-à-dire que j'ai R1 au carré qui est égal à A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré. Alors on écrit E1 égale E4 en module égale à KQ sur A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré, c'est-à-dire A2 sur 4 plus A2 sur 4, donc A2 sur 2. Le 2, je le mets au dénominateur, au numérateur, pardon. Donc, ça me fait 2KQ sur A carré, que ce soit pour E1 ou pour E4. Alors, maintenant, les deux champs E1 et E3 ont le même module, d'accord? Parce que les charges sont les mêmes en module. J'ai moins de Q et plus de Q, d'accord? Donc, j'ai même charge en module, même distance. La distance, eh bien, c'est
c'est R2 et R3. Et ces distances, encore une fois, c'est la moitié de la diagonale du carré. Donc, j'écris encore une fois, si je cherche pour E2, je cherche la distance R1, R2 au carré. Eh bien, c'est cette distance au carré plus cette distance au carré, c'est-à-dire A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré. Donc, encore une fois, je vais avoir 2KQ sur A2 sur 2. Alors, le 2 du dénominateur, je vais le mettre au numérateur et ça me donne 4KQ sur A2. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Je remplace E1 par 2KQ sur A2. Je remplace E4 également par 2KQ sur A2 et je remplace E2 et E3 par 4KQ sur A2. Et je remplace évidemment les sinus et cosinus de 45 degrés par racine de 2 sur 2. Alors ça me donne E1 égale à KQ racine de 2 sur A2i moins KQ sur A2 racine de 2j. Alors j'écris les quatre champs, d'accord? C'est bon? Alors le 2 du module de E1 est parti parce que j'ai le racine de 2 sur 2 du cosinus de 45 degrés. Alors si je fais la somme composante par composante, ben, vous voyez bien que les composantes horizontales, eh bien j'ai celle-ci qui va s'annuler avec celle-là. J'ai ces deux composantes-là qui vont s'annuler. Euh, dans la direction verticale, eh bien j'ai ce terme-là qui va s'additionner avec celui-là. Donc, je vais avoir moins 2KQ racine de 2 sur A2. J'ai ces deux termes-là qui vont s'additionner, donc 4KQ racine de 2 sur A2J. Et je vais faire la différence entre cette somme et celle-là. Donc, 2KQ racine de 2 sur A2J. Voilà. Alors, pourquoi on n'a pas mis une petite minute? Non, parce que la distance au dénominateur, on met la distance entre la charge, on met la distance entre la charge et le point où on cherche le champ, et cette distance, ce n'est pas A sur 2. On met la distance au carré, pardon, hein. Mais cette distance R1, c'est quoi? C'est pas A sur 2. A, c'est cette distance-là. A sur 2, c'est ça. D'accord? Et regardez, R1, c'est absolument pas A sur 2. J'ai un triangle rectangle dans lequel la distance R1, c'est l'hypoténuse. Et j'ai les deux côtés, c'est un triangle rectangle isocèle, j'ai les deux côtés qui valent A sur 2 chacun. Donc j'ai R1 au carré égale à A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré, c'est-à-dire que R1 carré est égal à A2 sur 4 plus A2 sur 4, donc ça donne A2 sur 2. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord. Ok. Voilà, donc pour le champ, alors le potentiel, ben, le calcul est plus simple, hein, on fait la somme puisque le potentiel est une grandeur scalaire, donc on calcule les quatre potentiels et on les additionne. Et donc la distance est toujours la même, c'est
Alors, la distance, on a dit que c'était A. Alors, cette distance au carré, c'est A carré sur 2. Donc, ça veut dire que la distance, R1, c'est A racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, le potentiel V1, c'est KQ sur A racine de 2 sur 2, KQ sur R1. V2, c'est moins 2KQ sur R2, R2 étant égal à A racine de 2 sur 2, et ainsi de suite. Et vous voyez bien que les potentiels vont s'annuler 2 par 2 et j'aurai un potentiel nul au centre du carré. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? D'accord, donc j'arrête.